Les deux Canadiens, Paul Bernardo et Karla Homolka, semblent filer le parfait amour. On aurait dit Barbie et Ken. Ils semblaient être faits l'un pour l'autre. Pourtant, leur relation est loin d'être idyllique. Ils ont fait preuve d'un degré de cruauté inimaginable. Ce sont des animaux. Qu'est-ce qui a bien pu pousser ce couple en apparence irréprochable à commettre de tels crimes? Karla Homolka a violé et torturé aux côtés de son mari. Et elle avait l'air d'y prendre du plaisir. Bernardo et Homolka étaient-ils des tueurs nés? Le 29 juin 1991, un promeneur fait une découverte dans le lac Gibson, dans l'Ontario, qui bouleverse le pays tout entier. Il s'agit d'un nouveau chapitre macabre dans une histoire qui a débuté 2 semaines plus tôt, avec la disparition d'une collégienne de 14 ans. Leslie Mahaffey était une collégienne on ne peut plus normale. C'était une très jolie fille, studieuse, issue d'une bonne famille à cheval sur les valeurs. C'était quelqu'un de gentil et généreux. C'était vraiment une fille adorable. Elle avait toute la vie devant elle. Le 15 juin, Leslie est de sortie avec un groupe d'amis. Elle habitait avec sa mère et son beau-père à Burlington, une banlieue tranquille très prisée de la classe moyenne. Elle savait que si elle sortait avec ses amis et qu'elle ne respectait pas le couvre-feu, elle trouverait porte close. Elle avait reçu une éducation très stricte. Une des amies de Leslie Mahaffey venait juste de mourir. C'était quelqu'un de très populaire à l'école. Tout le monde pleurait sa mort et Leslie est rentrée chez elle plus tard que prévu. La porte était fermée et elle s'est aperçue qu'elle avait oublié les clés. Les fois où elle oubliait ses clés, ce qui arrivait heureusement rarement, elle était obligée de sonner à la porte. Elle se faisait ouvrir par ses parents et il fallait qu'elle leur explique pourquoi elle était en retard. Pour des raisons encore inconnues, ce n'est pas ce qu'elle a fait ce jour-là. Très vite, on a compris qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Des recherches sont lancées afin de retrouver la collégienne, mais sa disparition laisse les enquêteurs perplexes. Quand Leslie Mahaffey a disparu de chez elle à Burlington, tout le pays était sous le choc. Pas seulement les gens du quartier, tous les Canadiens. 2 semaines plus tard, un homme qui fait du canoë sur le lac Gibson découvre avec horreur le corps de la jeune Leslie. Mais pour un jeune couple, cette journée du 29 juin s'annonce bien différente. Ce jour-là, Paul Bernardo et Karla Homolka s'unissent au cours d'une cérémonie digne d'un conte de fées. Karla Homolka s'était toujours imaginée dans la peau d'une princesse. Elle adorait les personnages de Disney. Elle se rêvait en princesse Disney. Et elle a organisé un mariage qui ressemblait un peu au spectacle qu'on voit à Disneyland. La jeune Karla, 21 ans, a trouvé son prince charmant en la personne de Paul Bernardo. De 5 ans son aîné, Paul rêve lui aussi d'un mariage de conte de fées. Ils avaient loué un carrosse à l'ancienne. Ils ont servi du faisan sous cloche. Sa robe de mariée ressemblait à une robe de bal avec des manches bouffantes. Les invités pensent assister au mariage de rêve d'un couple de rêve. On aurait dit Barbie et Ken. Ils semblaient être faits l'un pour l'autre. Mais le parcours de Paul Bernardo et Karla Homolka est loin d'être un conte de fées.
Tous deux cachent un secret inavouable, qui, une fois révélé au grand jour, déclenchera une onde de choc à travers tout le pays. L'enfance de Karla Homolka a été décrite comme tout à fait normale et heureuse. Elle a grandi dans une petite ville, ses parents formaient un couple solide. Son père gagnait sa vie en vendant des lampes sur les marchés aux puces. Sa mère travaillait comme assistante administrative à l'hôpital de St. Catherine's. Le couple avait 3 filles. La famille Homolka était très appréciée dans le coin. Ils avaient une piscine et c'était un peu le lieu de rassemblement de tout le quartier. Elle n'était pas fille unique, elle était issue d'une famille unie et solide. C'était l'aînée. Elle était blonde aux yeux bleus, mignonne, enjouée. Enfant, elle passait beaucoup de temps à jouer avec ses poupées. Elle n'était pas du tout timide, ni faible. Elle était intelligente, mais pas très appliquée dans ses études. Elle était comme beaucoup de jeunes filles de petites villes de province. Mais la jeune Karla n'est pas aussi douce et innocente qu'il y paraît. En grandissant, Karla est devenue une adolescente turbulente. Elle est passée de la jeune fille blonde, populaire et admirée de tous les garçons du coin, à une personne beaucoup plus sombre. Les amis de Karla sont parfois étonnés par son comportement. Certains de ses amis la trouvaient bizarre. Elle s'était mise à étudier le Ouija et les sciences occultes. Elle semblait fascinée par la mort. Elle s'habillait en noir. Elle a commencé à s'intéresser à la voyance, aux séances de spiritisme et au côté obscur. Elle était attirée par la magie. Une de ses amies lui a annoncé que son animal de compagnie venait de mourir. Karla a tenu à aller dans le jardin pour le déterrer. L'animal avait été enterré au fond du jardin. Elle tenait absolument à le voir. Et c'est ce qu'elles ont fait. Son amie ne voulait pas, mais elle s'est laissée convaincre. Karla était fascinée par le cadavre de cet animal. La jeune adolescente décroche un travail auprès d'un vétérinaire. Lors d'une conférence sur les animaux de compagnie qui se déroule dans un hôtel de Toronto, elle rencontre l'homme de ses rêves. Quand elle a vu Paul, ça a été le coup de foudre. Alors qu'elle prend son café dans le restaurant de l'hôtel, la jeune fille de 17 ans est approchée par Paul Bernardo, un stagiaire comptable de 23 ans. Ils ressentent une attirance immédiate qui va s'avérer fatale. Leur rencontre était le fruit du hasard. Mais c'était exactement l'homme dont Karla Homolka avait toujours rêvé. Elle faisait partie d'un club au lycée dont le rêve était de se marier à quelqu'un de riche et d'un peu plus âgé et de recevoir une énorme bague de fiançailles. Voilà dans quel état d'esprit elle était. Elle aurait pu avoir n'importe quel garçon. Elle n'était pas aux abois. Mais pour je ne sais trop quelle raison, c'est lui qu'elle voulait. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils se comprenaient. Elle n'avait que 17 ans, elle était très jeune. Et Bernardo avait ce petit quelque chose qui lui manquait. C'était quelqu'un de fort et de dominant. Elle était folle de lui. Le jeune et ambitieux comptable cache une personnalité bien plus complexe. Ensemble, Paul Bernardo et Karla Homolka forment un mélange mortel. En juin 1991, alors que la police recherche une collégienne de 14 ans du nom de Leslie Mahaffey, Paul Bernardo et Karla Homolka se marient au cours d'une cérémonie somptueuse.
Les deux amoureux se sont rencontrés 4 ans plus tôt, dans le district de Scarborough à Toronto. L'année de leur rencontre, la ville est secouée par une série sans précédent de viols sauvages. Je n'avais jamais été témoin d'agressions sexuelles aussi violentes de toute ma carrière. Et à l'époque, ça faisait déjà 31 ans que je travaillais dans la police de Toronto. Le mystérieux agresseur a été baptisé le violeur de Scarborough. Jamais auparavant et jamais depuis, on a connu une vague d'agressions comme celle-ci. Très longtemps, la population a vécu dans la peur. Le cauchemar commence en 1987. Ça a débuté vers la fin du printemps. Il y a eu 2 agressions sexuelles très rapprochées dans le temps. Les 2 victimes ont été attaquées à leur domicile. Il attaquait les femmes par derrière. Aucune n'a pu voir son visage. Il disait à ses victimes qu'il leur ferait du mal si elles faisaient le moindre bruit. Il leur faisait peur. Il menaçait de les tuer si elles criaient. Même si elles avaient été attaquées chez elles, à côté de leurs proches, elles n'ont pas été en mesure d'appeler à l'aide. Les 2 agressions du printemps ne sont que le début d'une longue série. Au cours des 3 années suivantes, le violeur de Scarborough va frapper encore et encore, visant des jeunes femmes seules et terrorisant tout un quartier. Certaines femmes prenaient le bus très tard le soir. En suivant le bus en voiture, il était facile de repérer une femme seule. La police sillonne la région et met en place une unité spéciale. Mais le violeur continue à sévir en toute impunité. Ils ignoraient où il allait frapper. Tout le monde était sur ses gardes. Mais les viols continuaient malgré tout. Entre mai et décembre 1987, on recense 6 agressions. Certains agents de police continuaient à sillonner les rues, même après la fin de leur service. Ils voulaient mettre la main sur ce gars, mais en vain. D'avril à mai 1988, 3 nouvelles agressions sont à déplorer. Au fil du temps, on a observé une escalade de la violence. Il a commis des actes d'une violence inouïe. Entre octobre et décembre 1988, on dénombre 4 nouvelles agressions. Il faisait des trucs horribles. Il utilisait des pierres et des bâtons qu'il rentrait dans le corps des femmes qu'il venait juste de violer. Entre juin 1989 et mai 1990, on compte 5 agressions supplémentaires. Il emportait certaines de leurs affaires avec lui, ce qui ne faisait qu'accentuer leur sentiment d'insécurité. Certaines de ces femmes ont eu le courage de se défendre, mais ils revenaient à la charge et les jetaient au sol avant de s'en prendre à nouveau à elles. Ces victimes souffraient de séquelles terribles. La police sait que ce n'est qu'une question de temps avant que l'impensable ne se produise. Quand les profilers du FBI ont été appelés sur les lieux, ils ont dit que si on n'attrapait pas rapidement cet homme, il y avait de grandes chances qu'il commette un meurtre. Pour eux, le fait qu'il réussisse à échapper à la police ne faisait que le rendre de plus en plus téméraire. Alors que le violeur de Scarborough continue à terroriser la ville, Karla Homolka, elle, est sous le charme de son nouvel époux, Paul Bernardo. Ce jeune homme brillant semble avoir un bel avenir devant lui. Après le lycée, il est allé à l'université. Il a réussi à intégrer une formation d'expert comptable. Il travaillait pour un cabinet de comptables. Quand on le regarde, on se dit que c'est quelqu'un de très professionnel, sûr de lui, extraverti et plein d'assurance. Il avait une haute opinion de lui-même. Paul Bernardo était tout ce dont Karla Homolka avait toujours rêvé. Petite, mais aussi adolescente. Il était plus âgé, grand, blond, très beau. Elle l'appelait son prince. Il avait une voiture, un métier. Il remplissait tous ses critères.
Mais le prince charmant de Carla cache un côté plus sombre. Paul Bernardo est né en 1964 à Scarborough. Il semblerait qu'il ait eu des problèmes dès son plus jeune âge. Son père était un voyeur. Il semblait avoir de sérieux problèmes sexuels. Ses parents faisaient chambre à part. À la maison, la vie n'était pas toujours facile. Malgré les tensions familiales, le jeune Bernardo semble plutôt équilibré. Il rejoint les rangs des scouts avant de devenir moniteur de camp de vacances. Il était plutôt athlétique. Plus jeune, il a été sauveteur. Il faisait aussi du karaté. Il était très beau et il pouvait avoir toutes les filles qu'il voulait. Il avait un ego assez développé. Alors que Bernardo n'a que 16 ans, sa mère lâche une bombe. L'homme qu'il croit être son père biologique ne l'est pas. Paul Bernardo est le fruit d'une aventure extra-conjugale. Quand Bernardo a découvert qu'il était le résultat d'une aventure extra-conjugale, il était furieux. Il en a voulu à sa mère. Elle le traitait de bâtard. On sait qu'à la maison, ça criait dans tous les sens. Ce n'était pas une famille très unie. Il n'était pas très proche de son beau-père. Je pense même qu'il le détestait. Mais il y a un plaisir malsain que le jeune Paul Bernardo partage avec son beau-père. On l'a surpris plusieurs fois en train de regarder par la fenêtre de ses voisins. Les parents interdisaient à leurs enfants de jouer avec lui. En grandissant, les besoins sexuels de Bernardo deviennent de plus en plus sordides. Il se met à humilier et abattre ses petites amies et laisse libre cours à ses pulsions sexuelles sadiques. La plupart des filles le rejettent, jusqu'à ce qu'il rencontre Carla. Carla menait une vie de famille plutôt normale. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Quand elle a fait la connaissance de Paul, elle est très vite tombée dans ses travers sexuels. Elle lui a écrit des lettres dans lesquelles elle lui disait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait d'elle et qu'elle était prête à tout. Elle a très vite adopté ses déviances. Je ne pense pas qu'elle ait changé de manière soudaine. Elle avait déjà ça en elle. Ça s'est juste déclenché quand elle l'a rencontré. Elle attendait quelqu'un comme lui. En 1990, après 3 années de terreur, la police de Toronto tient enfin une piste dans l'affaire du violeur de Scarborough. Lors de chacune de ces 17 agressions connues à ce jour, le violeur s'est assuré que ses victimes ne puissent pas l'identifier. Mais au mois de mai, le violeur baisse sa garde. Il s'est montré particulièrement négligent. Il a attaqué une femme par devant. On tenait notre première piste. Ça nous a permis d'établir un portrait robot dans le but d'identifier le violeur. Une fois le portrait robot diffusé, la police reçoit une information. Le dessin ressemble étrangement à un jeune comptable de 25 ans, Paul Bernardo. Le détective John Monroe convoque Bernardo au poste de police pour l'interroger. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Il est arrivé dans nos bureaux en fin d'après-midi. Il était très élégant, bien habillé. Il portait une chemise avec une cravate. Ses cheveux étaient coupés courts. Il était très calme et détaché. C'était un Canadien pur jus. Je lui ai parlé de différentes choses. Je lui ai demandé s'il avait déjà eu des problèmes avec les femmes et il m'a répondu « Non, jamais ». Je lui ai demandé s'il avait une petite amie et il m'a dit « Oui,
Ma petite amie s'appelle Karla Homolka. En novembre 1990, le nom de Karla Homolka ne nous disait encore rien. Il avait un look de gentil garçon, un air presque chérubin. Il était vraiment charmant et sociable. Comme n'importe quel bon psychopathe, il a réussi à duper les gens et à leur faire croire à son innocence. Bernardo est l'une des 700 personnes sur lesquelles la police enquête. Les policiers ont déjà récolté les échantillons ADN de plus de 100 suspects. J'ai demandé à Bernardo de nous fournir des échantillons de cheveux, de salive et de sang. Et il nous les a donnés sans se faire prier. Si vous voulez mon avis, en faisant ça, il pensait détourner les soupçons. Il voulait se montrer le plus coopératif possible. L'examen des échantillons pourrait prouver que Bernardo est bien le violeur de Scarborough. Mais les résultats tardent à arriver. À l'époque, les tests ADN n'en étaient qu'à leur balbutiement dans les enquêtes de la police scientifique. La police avait récupéré les échantillons, mais ils ont attendu 2 ans sur une étagère. Dans les années 90, Bernardo passe beaucoup de temps avec la famille Homolka. Bien que fiancé à sa petite amie Karla, Bernardo semble insatisfait. Paul était attiré par les filles vierges. Karla avait eu des petits amis avant lui. Il préférait que les femmes n'aient jamais eu de relations sexuelles et soient encore vierges. Du coup, cette situation avait tendance à le contrarier. La jeune sœur de Karla, âgée de 15 ans, répond en revanche parfaitement à ces critères. Karla et Tammy auraient pu passer pour des jumelles si on fait abstraction de l'âge. Tammy le considérait comme le petit ami idéal. Elle l'admirait, elle l'idolâtrait. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'était le sexe. Il voulait coucher avec elle. Paul Bernardo a commencé à mettre la pression à Karla. Il voulait qu'elle l'aide à prendre la virginité de sa petite sœur. C'était vraiment tordu. On a du mal à comprendre comment Karla a pu faire une chose pareille. 6 mois avant leur mariage, Karla Homolka décide d'offrir à son petit ami la virginité de sa jeune sœur en cadeau de Noël. Karla avait peur que Tammy ne tienne pas sa langue. Karla décide donc de voler des anesthésiants à la clinique vétérinaire où elle travaille. L'idée, c'était d'endormir Tammy et de l'agresser sexuellement. Il rêvait d'un plan à 3. Le 29 décembre 1990, alors que les parents de Karla sont à la maison, ils décident de mettre leur plan à exécution. Toute la famille était réunie. Tout le monde est allé se coucher, à part eux 3. Ils ont fait boire Tammy jusqu'à ce qu'elle soit ivre. Une fois évanouie, ils l'ont violée, de toutes les manières possibles. La jeune fille de 15 ans, toujours inconsciente, a du mal à respirer. Tammy a vomi. Elle s'est mise à suffoquer. Alors, ils lui ont mis la tête en bas. Homolka connaissait la manœuvre grâce à son travail au cabinet vétérinaire. Mais elle est quand même morte. Ils ont très vite inventé une histoire. Ils ont appelé les urgences et ont raconté leur version des faits. Et les gens les ont crus. Sa mort est passée pour une mort accidentelle, ce qui n'était évidemment pas le cas. Tammy était un cadeau. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à en parler. Je suis père moi-même, vous savez. Pardon. Comment est-ce que quelqu'un peut faire une chose pareille à sa propre sœur? Comment est-ce possible? La mort soudaine de Tammy Homolka ne marque cependant pas la fin des jeux déviants de Paul et Karla. Ce n'est que le début d'un chapitre plus sombre encore. Pour la Noël de l'année 1990, Karla Homolka a offert la virginité de sa sœur à son fiancé, Paul Bernardo.
Mais après avoir drogué et violé la jeune Tammy, 15 ans, il réalise qu'elle s'est étouffée. Alors que la famille Homolka pleure la mort de la jeune fille, Carla et Paul continuent à préparer leur mariage de rêve qui doit avoir lieu en juin. Ils ont fait semblant d'avoir des remords. Paul et Carla ont pleuré la mort de Tammy, surtout Paul. Mais très rapidement, Carla a mis la pression à ses parents pour pouvoir continuer les préparatifs du mariage. Elle a écrit à une amie pour lui dire qu'elle était en colère parce que ses parents mettaient longtemps, des mois, à se remettre de la mort de Tammy. Elle voulait que toute l'attention soit sur elle à l'approche de son mariage. Le grand mariage de Bernardo et d'Homolka se déroule comme prévu le 29 juin 1991. Ce que les invités ignorent, c'est que le couple, qui sourit et pose pour les photographes, cache un secret bien sombre. Ils sont les seuls à savoir pourquoi la jeune adolescente Leslie Mahaffey a disparu. La jeune Leslie, 14 ans, a mystérieusement disparu devant chez elle 2 semaines plus tôt. Sur le lac Gibson, situé non loin de là, un homme vient de trouver un membre. Sa découverte déclenche une vague d'indignation à travers le pays. Les gens n'étaient pas seulement choqués, ils étaient littéralement horrifiés. Le niveau de l'eau du lac Gibson avait commencé à baisser. Un pêcheur a découvert un membre et un promeneur un autre. Le corps démembré de Leslie Mahaffey avait été coulé dans le ciment. Le ciment n'avait pas eu le temps de prendre. Il n'avait pas suffisamment durci. Il s'est délité et certains membres sont remontés à la surface. On a dragué le lac et on a retrouvé ses restes. Le corps de Leslie est retrouvé découpé en morceaux et coulé dans 8 blocs de béton. Les habitants de l'Ontario comprennent alors qu'ils ont affaire à un fou. On avait affaire à un malade mental, à un psychopathe, un tueur en série. Les viols continuaient toujours à Scarborough. Dans cette petite ville, tout ce qu'il y a de plus tranquille, les gens pensaient qu'on avait atteint un nouveau degré dans l'horreur. Le sort de Leslie a été scellé 2 semaines plus tôt. Juste avant leur mariage, Carla et Paul décident d'emménager dans une maison de St. Catharines. St. Catharines était une petite ville de l'Ontario réputée pour être très sûre. Mais ce n'était manifestement pas le cas. L'attirance sexuelle de Paul Bernardo pour les jeunes filles est toujours aussi forte. Il a dit à Carla qu'il aimerait bien ramener quelqu'un à la maison pour s'amuser, si on peut dire. Il voulait avoir quelqu'un à sa disposition, sans être obligé de partir en chasse à chaque fois. Il voulait une sorte d'esclave à domicile. C'est Leslie Mahaffey, 14 ans, qui va faire les frais de l'esprit dérangé de Bernardo. La nuit du 15 juin, la collégienne est à la porte de chez elle, sans ses clés. Elle ignorait que Paul Bernardo rôdait dans les parages. Il avait l'air d'être un garçon normal. Comme tous les psychopathes, c'était quelqu'un de charmant et de manipulateur. Il a engagé la conversation avec elle avant de l'enlever et de la ramener chez lui, à St. Catharines. Il a ramené Leslie chez lui. C'était vraiment bizarre. Carla dormait encore. Quand elle s'est réveillée, il lui a montré la fille qu'il avait trouvée. Il lui avait mis une sorte de capuche sur le visage. Carla Homolka est devenue enragée.
Pas parce qu'il avait ramené cette jeune fille dans l'intention de la violer, mais parce que Paul avait offert à boire à Leslie Mahaffey dans un de leurs verres de mariage, des flûtes en cristal dans lesquelles on boit le champagne. Au cours des 36 heures qui vont suivre, Paul Bernardo agresse sexuellement sa victime à plusieurs reprises en l'obligeant à répéter des phrases dégradantes. Bernardo avait l'habitude d'écrire un scénario pour ses victimes. Il leur disait quoi dire. Dis-moi que tu me trouves génial, dis-moi que je suis le roi, ce genre de choses. Ce qui l'excitait, c'était de rabaisser et d'humilier ses victimes. Il avait apparemment du mal à maintenir une érection, même pendant les viols. Les scénarios qu'il élaborait l'aidaient. Il lui permettait d'humilier ses filles et de leur faire dire que leur petit copain n'était pas aussi bon que lui, et d'autres choses beaucoup plus vulgaires que je ne répéterai pas ici. Il pensait qu'en les avilissant de la sorte, ça l'aiderait à s'élever. Il voulait leur faire dire qu'il était quelqu'un d'incroyable. Une fois qu'il en a terminé avec la jeune Leslie, il décide de la tuer. Il l'a étranglée et il a ensuite traîné son corps jusqu'à la cave. Les parents de Carla sont venus manger le dimanche alors que le corps se trouvait encore dans la cave. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Elle est descendue à plusieurs reprises à la cave dans laquelle se trouvait le corps. Le lendemain, Bernardo installe une tente en plastique dans la cave et s'empare d'une scie électrique. Il a découpé le corps. Il a acheté plusieurs sacs de ciment dans un des magasins de la région. Il a coulé ses membres dans du béton et il les a balancés dans le lac depuis un pont. Malgré la vague d'indignation et les recherches poussées de la police, Bernardo et Homolka ne mettent pas un terme à leurs agissements. Après avoir retenu Leslie captive et l'avoir torturée, tuée, puis décapitée, ils se sont mis à la recherche d'une nouvelle victime. Cette fois-ci, le mari et la femme partent chasser ensemble. Kristen French était une très jolie fille. Elle était issue d'une bonne famille. Elle faisait partie de l'équipe de sport de l'école et elle avait un sens de l'humour incroyable. Elle avait toute la vie devant elle. C'était une jeune fille très prudente. Après la mort de Leslie, elle n'arrêtait pas de dire à ses camarades « Ne parlez pas à des inconnus, gardez vos distances ». Elle était très prudente. Le 16 avril 1992, Bernardo et Homolka commettent leur crime le plus audacieux. Kristen rentrait de l'école à pied, en plein milieu de l'après-midi. Elle traversait un quartier tranquille, elle venait de passer devant l'église. Cette fois-ci, le couple marié décide d'agir en tandem. Une voiture s'est approchée. Carla Homolka, qui est une jeune femme très jolie, en est descendue. Carla a sorti un plan et a fait semblant d'être perdue. C'était un piège. Kristen avait beau être prudente, quand elle a vu cette jeune femme dans l'embarras, elle est allée lui porter secours. Quand Kristen s'est penchée au-dessus du plan, Carla l'a attrapée. Paul est arrivé, il s'est saisi d'elle et l'a poussée à l'intérieur de la voiture sur la banquette arrière. Et ils ont foncé jusqu'à leur maison. Ils l'ont gardé pendant 3 jours. Ils ont tout filmé. Ils ont fait preuve d'une brutalité inouïe. Que dire d'autre? Ils ont filmé leurs actes sadiques. C'est tout à fait courant. C'est ce que font les sadiques sexuels. Ils font ça pour créer leur propre film porno. C'était lui la star du film.
Pendant son supplice, Kristen voit une chance d'échapper à son bourreau. Pendant ces 3 jours de captivité, Paul est allé acheter à manger. Kristen était maligne. Elle a dit qu'elle voulait de la nourriture provenant du magasin le plus éloigné de St. Catherine's. Elle savait qu'elle serait seule avec Carla pendant une demi-heure. Elle l'a supplié de la laisser partir, mais Carla n'a pas voulu. Pourtant, elle savait qu'il la tuerait. Si seulement elle avait décroché son téléphone et appelé les secours, elle aurait pu lui sauver la vie. Mais elle ne l'a pas fait. Après 3 jours de sévices sexuels dégradants et brutaux, Bernardo étrangle Kristen. Avec l'aide de Carla, il lave et frotte le corps de Kristen, lui coupe les cheveux et abandonne son cadavre sur le bord d'une route de campagne. Quand on a découvert le corps dénudé de Kristen French dans un fossé de Burlington, tout le monde était en état d'alerte. Mais la tension est à son comble au sein du jeune couple. Après le meurtre de Kristen French, les rapports de Paul et Carla commencent à se dégrader. Il a commencé à perdre la tête. Il vivait dans un monde imaginaire. Il se montrait de plus en plus violent avec Carla et il la frappait. Alors, elle l'a quitté. Cette agression va signer le début de la fin pour les 2 tueurs. Carla Homolka est allée voir la police en pleurs parce que Paul Bernardo venait de la frapper. C'est ce qui a permis de lever le voile sur cette affaire. Alors qu'Homolka dépose plainte contre son mari pour violence conjugale, les échantillons d'ADN prélevés par les forces de police lors des viols de Scarborough, qui ont eu lieu 2 ans plus tôt, refont enfin surface. On a enfin eu les résultats ADN tant attendus dans l'affaire des viols de Scarborough. Ils incriminaient Bernardo. Ils en ont parlé à Carla et elle leur a dit « Oui, il m'a avoué avoir commis les viols de Scarborough ». La police l'a donc arrêté. Quand les policiers l'ont interrogé, il n'était pas aussi tranquille et serein que la première fois. Il a refusé catégoriquement de leur parler. Homolka accepte de témoigner. Elle reconnaît son implication dans les meurtres de Leslie Mahaffey et Kristen French et dans la mort de sa sœur, Tammy. Mais elle se présente comme une femme battue, complice involontaire. Les enquêteurs ne disposent pas de suffisamment de preuves contre Bernardo. Ils ont donc besoin de ce témoignage pour le faire condamner. Le seul moyen d'envoyer Paul Bernardo en prison, c'était de croire à la version de Carla Homolka. Homolka se voit proposer un marché. Si elle accepte de témoigner contre son mari, elle ne sera condamnée qu'à 12 ans de prison. Mais juste avant le procès, les enquêteurs font une découverte qui met à mal la version de la femme battue. Tout le monde est sous le choc. En 1993, Carla Homolka admet avoir participé au meurtre de Leslie Mahaffey, Kristen French et de sa propre sœur, Tammy. Elle prétend être une femme battue et la complice involontaire de son mari Paul Bernardo. Mais juste avant le début du procès de Bernardo, les enquêteurs font une découverte qui fait apparaître Carla sous un nouveau jour. Dans le plafond de la salle de bain du couple à St. Catherine's, les enquêteurs découvrent une effrayante collection de vidéos amateurs. Les mini-cassettes étaient annotées de la main de Carla. On pouvait lire par exemple « Kristen, Leslie, Paul et moi ». Et elle avait rajouté des stickers avec des cœurs et des fleurs. On y voyait Carla Homolka en train de violer et de torturer ces jeunes filles, aux côtés de son mari Paul. Elle avait l'air d'y prendre du plaisir. L'avocat des familles des victimes, Tim Danson, est contraint de visionner ces terribles vidéos amateurs. C'était vraiment horrible de voir un tel degré de douleur, d'angoisse et de désespoir.
Aucun être humain ne devrait avoir à endurer de telles choses. Je veux bien sûr parler de Kristen French et Leslie Mahaffey. C'était vraiment dérangeant. La collection comprend également des images de Bernardo et Homolka en train de violer la jeune sœur de Carla, inconsciente. Ainsi qu'une vidéo filmée juste après la mort de Tammy dans laquelle Carla s'amuse à imiter sa sœur. 3 semaines après sa mort, Carla a enfilé les vêtements de Tammy afin d'exciter Paul. Elle ne montre pas le moindre remords. On ne peut s'empêcher de remarquer que Bernardo, le violeur de Scarborough, n'avait tué personne avant de faire la connaissance d'Homolka. Est-ce elle qui l'a poussé à tuer? Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'ensemble, Bernardo et Homolka formaient un duo mortel. Mais étaient-ils des tueurs nés? Ou bien est-ce leur éducation qui a fait d'eux des tueurs? L'inné versus l'acquis? C'est une question qui reste sans réponse dans le cas de Paul Bernardo et de Carla Homolka. Carla Homolka a eu une enfance plutôt heureuse. Elle était l'aînée de 3 enfants, jolie, populaire. Elle a eu une adolescence un peu sombre, mais comme beaucoup de jeunes. Et elle est devenue, si ce n'est la force motrice des actes de torture sexuelle et des meurtres, du moins la complice de crimes atroces et prémédités. Paul Bernardo, de l'autre côté, est décrit comme une personne instable mentalement, depuis sa plus tendre enfance. Bien sûr, il arrive souvent que les psychopathes aient une enfance malheureuse, et on sait que Bernardo a été maltraité. On l'a rabaissé en lui disant qu'il était un enfant illégitime. Je crois très sincèrement que l'éducation et un environnement familial très perturbé peuvent renforcer certains penchants. Surtout lorsqu'on rencontre quelqu'un qui partage nos penchants. Ça ne serait pas arrivé s'il avait rencontré une femme horrifiée par le fait qu'il veuille violer sa sœur. Mais par le plus grand des hasards, il a fait la connaissance de cette femme qui l'a encouragé dans ses penchants. Elle l'a suivi dans ses fantasmes sexuels tordus et déviants. Il s'est servi d'Homolka pour satisfaire ses propres besoins et Homolka s'est également servi de Bernardo pour satisfaire ses propres besoins. C'est une relation de symbiose. Comment une telle chose est possible? C'est sans doute le résultat de facteurs personnels et environnementaux. Mais selon moi et selon la plupart des personnes qui ont travaillé sur cette affaire, il existe un composant neurobiologique absolument essentiel, qu'il soit d'ordre hormonal, génétique, électrique ou chimique. Ce composant peut être exacerbé par une blessure à la tête ou bien des facteurs psychosociaux. Il faut que plusieurs choses aillent de travers. C'est ce qui rend ces crimes si extraordinaires. Imaginons que Bernardo et Homolka ne se soient jamais rencontrés. Étaient-ils malgré tout prédestinés à devenir des meurtriers? Certaines personnes ont dit que si Carla n'avait jamais rencontré Paul, elle ne serait jamais devenue une meurtrière. Je n'en suis pas si sûre. Elle n'aurait peut-être jamais tué, mais elle aurait quand même été une personne calculatrice et manipulatrice. Ça ne fait aucun doute. C'est quelqu'un de très narcissique, très égocentrique. Si un autre meurtrier avait croisé sa route, elle n'aurait pas hésité un seul instant. Elle aurait tout fait pour faire partie de sa vie. Je pense que Paul serait, quoi qu'il arrive, devenu un meurtrier. Le fait que sa femme lui permettait de ramener ses victimes à la maison lui a facilité la tâche. Mais même sans ça, il aurait tué ses filles. Carla a finalement conclu un marché avec les avocats de la défense. Elle n'est condamnée qu'à 12 années de prison pour son rôle dans les meurtres. Paul Bernardo est condamné à finir ses jours derrière les barreaux. Un des membres de ce duo mortel a depuis été remis en liberté. Il y a une chose qui saute aux yeux quand on regarde les vidéos. Ils ont fait preuve d'un degré de cruauté et de folie inimaginable. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des animaux.